Alors on va commencer pendant qu'ils s'occupent. Bon, vous avez tous entendu parler du phishing, j'imagine, sinon vous ne seriez pas là. Et ah oui, c'est vrai que j'ai un micro. Bonne remarque, je vous remercie. Bon, c'est dommage, hein, vous n'aurez pas mes belles images. Donc, je voulais vous parler du phishing et des moyens de moyens de s'en débarrasser quasi définitivement, sans douleur. Hein, parce que le phishing, c'est quand même quelque chose de très dangereux, puisque vous n'aurez pas le droit au petit questionnaire en ligne, mais on sait que 80 à 90% des intrusions dans les systèmes d'information sont en réalité des suites de phishing, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un mot de passe qui est parti quelque part et il y a un malveillant qui rentre dans le système d'information, puis après il fait des choses. Donc, pour parer aux autres choses que le malveillant peut faire, il y a des tas de gens sur le salon qui vont vous en parler. Moi, mon idée, c'est de supprimer les risques de phishing en rendant le phishing complètement inutile, puisque vous n'aurez plus de mot de passe. Donc 90% des risques d'intrusion sont liés à des vieux phishing. Savez-vous combien de mots de passe se trouvent sur le darknet? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Il y a environ 1 milliard de mots de passe sur le darknet. 1 milliard de mots de passe, parmi lesquels près de 230 millions qui ont tous les critères de sécurité, les majuscules, les minuscules, les points d'interrogation, tout ça. Donc vous pouvez faire le mot de passe complexe, aussi complexe que vous voulez. Si on vous le pique avec un phishing, il ne sert plus à grand chose. Donc voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Donc pour parer à cela, en plus des phishing, il en existe de différentes sortes. Vous connaissez tous l'email frauduleux, le petit SMS, votre colis vous attend là, au moment de Noël, vous avez forcément un colis qui vous attend quelque part. Donc vous cliquez oui mon colis, il est où mon colis? Ben non, c'est un phishing qui vous pique votre mot de passe pour votre compte La Poste, votre compte DPD, etc. Donc on a tous été victimes de phishing, mais il y a des phishing plus subtils que ça. C'est qu'ils vous envoient sur un site bien sous tout rapport, qui correspond complètement au site de l'utilisateur par exemple, qui vous demande votre mot de passe, mais en fait c'est le mauvais site. Alors quelquefois le mauvais site c'est facile à reconnaître parce qu'il y a marqué XYZ W76 je sais pas moi, LU ou n'importe quoi, si possible un pays qu'on ne connaît pas c'est mieux. Mais il y a des fois c'est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire que ça reproduit complètement l'adresse du vrai site, mais il y a 2 caractères qui ne sont pas les mêmes, parce que c'est une typo exotique. Vous voyez la typo, vous le voyez, je vous assure vous ne le voyez pas. Vous pouvez être aussi attentif que vous voulez. Bref, tout ça pour dire que le phishing c'est finalement relativement facile pour les pirates et relativement compliqué à détecter, et ça nécessite une attention très aiguë de la part des utilisateurs. Donc je pense que dans aucune entreprise on ne peut reprocher à un employé de s'être fait avoir par un phishing, parce que tout le monde se fait avoir par un phishing. Moi aussi. Bon, je ne vais jamais jusqu'à taper le mot de passe, mais cliquer sur le lien, ça m'est déjà arrivé. Donc le mieux, c'est de ne pas avoir de mot de passe à se faire voler. Et pour ne pas avoir de mot de passe à se faire voler, il y a quand même quelque chose maintenant qui est le passwordless. Donc on peut... Voilà, j'ai cru comprendre que... Non. Donc, des systèmes passwordless. Donc il y a des standards maintenant qui ont été promus, non pas par nous, pauvres petites startups, mais par des regroupements de grands opérateurs, Google, Microsoft et Apple, voilà. Et plein d'autres, mais je cite les 3 plus grands.
Et c'est un standard qui s'appelle FIDO2. D'accord? Donc il existe maintenant des systèmes d'authentification FIDO2, soit sous forme de passkey, c'est-à-dire par, comment dirais-je, entièrement en software, et il existe des systèmes hardware. Donc vous avez peut-être entendu parler de petites clés qu'on met dans les ordinateurs pour les démarrer. Je ne citais pas le nom parce que justement ce sont mes concurrents, mais c'est assez répandu. Donc, et il y a aussi des... C'est bien, il va y arriver à la fin. Voilà, donc, et il y a aussi des systèmes sous forme de cartes à puce. Donc il y a des systèmes de clés qui fonctionnent tout simplement parce que dans la clé il y a un code, enfin il y a ce qu'on appelle une clé logicielle, il y a un code, donc vous mettez votre clé et ça marche. Et puis il y a des systèmes qui vont un petit peu plus loin parce que je pourrais piquer la clé à mon voisin et donc qui vous demandent vos empreintes digitales, pour fonctionner. Comment passer au... Voilà, donc nous on propose un système comme ça, on a la société Valmido, donc normalement ça devait s'afficher sur l'écran, mais voilà. Après, effectivement, donc dans ce genre de système, que ce soit le mien ou celui d'autres concurrents, en principe, les empreintes digitales restent sur la clé, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans un serveur qui pourrait lui-même se faire hacker. C'est un petit peu tout le problème des gestionnaires de mots de passe. Ça existe aussi des systèmes de gestionnaires de mots de passe qui vous évitent de saisir votre mot de passe à chaque fois. Donc normalement, si vous êtes connecté à votre gestionnaire, vous n'avez pas de mot de passe à saisir. Donc si on vous demande de le saisir, c'est que c'est pas bon. Que dire d'autre? Donc après, pour rassurer un peu les équipes dans les entreprises, les empreintes ne quittent jamais la carte. D'accord? Ce qui fait que on ne peut pas se faire piquer ses empreintes sur un serveur et on ne peut pas se faire piquer les empreintes. Voilà. Donc tout ce qui est authentification reste sur la carte. Donc comment la carte, puisqu'elle n'a pas de contact, vous voyez, comment la carte fonctionne? Elle parle avec votre PC en Bluetooth. Et la seule chose qui transite entre la carte et le PC, c'est oui, c'est bien lui le propriétaire de la carte qui essaye de parler avec toi. Donc l'identité du propriétaire de la carte ne transite pas par un canal de communication qui pourrait lui-même se faire pirater. Ça arrive ça aussi. Hein. On peut pirater un serveur, on peut pirater le canal de communication. Voilà, donc quand vous avez ce genre de système, plus de problème de phishing. 90% des intrusions en moins. Attention, il faut aller voir mes petits camarades d'ailleurs pour le reste. Et après, il faut travailler un tout petit peu sur les cas d'usage que vous souhaitez mettre en place pour cette carte. Donc ça peut être la connexion au PC, ça peut être votre Windows Logon, ça peut être la connexion à des services Internet. Donc tout ça, c'est natif actuellement dans les PC et les Macintosh. Vous dites que vous avez une clé d'authentification. D'accord? La carte, la clé, c'est pareil pour eux. Donc vous avez une clé d'authentification. Donc vous recevez cette carte. Vous la pariez avec soit votre mobile, soit votre PC pour enregistrer vos empreintes dedans. Après, c'est la vôtre. Et ensuite, vous allez vous enregistrer sur les services compatibles FIDO2, puisque c'est ça le principe, pour vous authentifier. Ça peut être votre compte Google, par exemple. Ça marche très bien sur les comptes Google. Ça peut être votre compte Windows, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être d'autre, Marc? Ça peut être des applications métiers. Alors, autre chose, cette carte, elle est multi-app. C'est-à-dire que non seulement nous, on a mis une app dedans qui est l'authentification FIDO2 qui marche sur tous les sites, mais vous pouvez également avoir votre propre application dans votre entreprise qui vous connecte sur les services de l'entreprise, d'accord? Qui est donc un développement à faire. On a un système qui vous permet de développer votre propre application en parallèle à la nôtre. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre sur
le monde sans mot de passe. Donc si vous avez une entreprise un peu importante, je ne sais pas, si vous avez 100 salariés, 200 salariés, enfin, pour moi c'est important parce qu'on est que 10, alors pensez. Donc si vous avez une entreprise un peu importante, il va peut-être falloir aussi travailler un peu, comment dirais-je, l'acceptabilité par les employés de ce genre de système. Donc les sensibiliser à la cybersécurité. Il y a une agence en Île-de-France qui fait ça très bien. Les sensibiliser au fait, donc bien leur faire comprendre et leur expliquer que les empreintes ne quittent jamais la carte, qu'ils ne risquent pas de se les faire faucher chez la boulangère. Et aussi les amener petit à petit. Alors cette carte, elle semble très compliquée, mais en réalité, finalement, plutôt que de retenir, vous savez, tous les conseils pour les mots de passe, un mot de passe compliqué, et puis vous mettez un mot de passe différent par service. Je ne sais pas combien vous avez de mots de passe. Moi, je viens de vérifier mon gestionnaire Google, je dois en avoir 150. Donc en fait, je préfère nettement pouvoir m'authentifier en appuyant sur le lecteur d'empreintes. C'est beaucoup plus facile à utiliser que de retenir 10 mots de passe ou de les coller sur un post-it qui va se faire faucher. Il y a eu des cas d'intrusion dans les systèmes d'information liés au post-it sur l'écran du matin. Voilà, donc une fois que tout le monde est sensibilisé, vous pouvez faire un petit groupe de personnes qui va être pilote. Si possible, il faut prendre des gens un petit peu branchés qui ne vont pas avoir peur d'utiliser ce genre de système qui n'a jamais mordu personne, je rassure, et qui vont finalement convaincre les autres employés, parce que les gens un peu plus réticents vont voir que c'est plus facile pour le premier groupe et vont avoir envie de faire pareil, etc., etc. Donc plus votre organisation est complexe, plus il va falloir planifier une montée en puissance progressive de la mise en place du système, en fait. Mais ça, on peut vous aider un petit peu. Voilà. Donc je suis vraiment désolée, j'ai préparé des jolis slides, des jolies images. Ah ouais. Heureusement, on est venu avec un peu de... Est-ce que vous avez des questions sur les phishing ou sur les systèmes Donc aujourd'hui, il y a 16 milliards de passkey en 2024. On est déjà en février, presque en février. En 2024, il y avait 16 milliards de passkey enregistrés, donc d'authentifiants sans mot de passe, qui correspond à environ 1 milliard d'utilisateurs. Donc c'est pas du tout un truc de derrière les fagots, voilà. C'est assez répandu. Et il y a une croissance de 50% par an. Donc c'est quand même l'avenir, on va dire, anti-phishing. Parce qu'on ne sait pas combien de digits ils vont demander les mots de passe bientôt. Oui ? Si vous perdez la carte, alors si vous perdez la carte, personne ne peut l'utiliser puisqu'il y a des empreintes digitales dessus. Donc les lecteurs d'empreintes qu'on met sur nos cartes sont, on va dire, un peu plus précis que celles d'un téléphone, puisque vous savez qu'un téléphone, en fait, pour éviter que vous ayez trop de fausses alarmes, enfin trop de refus de connecter à votre téléphone, ce qui est quand même un peu stressant, ils sont un peu tolérants sur certaines choses, donc nos capteurs d'empreintes sont un petit peu plus précis, et donc la probabilité que deux personnes puissent utiliser la carte était très 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 faible. si vous perdez la carte, vous perdez accès par exemple à votre Alors, oui, je comprends, oui. Après, vous ne pouvez plus vous authentifier nulle part, c'est ça votre question. Si vous perdez la carte, en fait, bon, premièrement, vous ne pouvez plus l'utiliser. Deuxièmement, chez Valmido, on a un brevet pour pouvoir récupérer vos authentifiants. Bon, c'est une cérémonie un petit peu compliquée, mais du coup, vous pouvez récupérer tous vos authentifiants sur une nouvelle carte. Et comment ça se passe pour aller récupérer ? Marc, comment ça se passe pour aller récupérer Il faut que tu parles, sans dévoiler trop, il faut que tu parles du brevet quand même. Non mais plus précisément la question. Comment on fait pour récupérer ses mots de passe si on a perdu sa carte et qu'on utilise le système On a plusieurs brevets en cours. Le plus simple, je ne sais pas si vous utilisez des crypto-wallets hardware comme Ledger, c'est la technique utilisée en crypto. Wallet, c'est vous rentrez 24 mots qui génèrent la cible initiale qui va permettre de générer une clé privée qui va aller vous permettre de décrypter ce qui est sur le serveur. Le serveur peut être hacké, mais tout est encrypté et seul vous
avec vos mots, vous pouvez localement décrypter le contenu. On a plusieurs brevets sur le sujet. Ok, mais donc il y a une solution. Oui, il y a une solution. Il y a plusieurs solutions. Parce que notre concurrent principal dit acheter 2 clés. Oui, ouais. Voilà. Nous, on a dit non, on ne va pas acheter 2 clés. Surtout qu'il faut répéter, si vous avez des centaines de services web où vous êtes authentifié une fois, il faut le faire une fois pour toutes, mais quand même 100 fois une fois pour toutes, c'est beaucoup. Vous n'avez pas envie de recommencer. Et quand je dis 100, il y a des gens qui ont des milliers de sites. Il y a aujourd'hui plus de 700 sites qui sont compatibles FIDO2, passwordless. Tous les gros services grand public sont compatibles FIDO2. Passkey, peut-être vous avez entendu parler de Passkey, c'est le nouveau nom marketing. C'est un nouveau nom marketing, mais Google, Microsoft et d'autres. Si vous avez un ordinateur Microsoft, vous prenez cette carte, elle est plug and play, c'est-à-dire vous la déclarez comme clé de sécurité. Et après, vous la déclarez, tout est fait par Microsoft sur paramètres, système, enregistrement, une clé de sécurité pour faire l'authentification sans password. Microsoft pousse très fort, Google pousse très fort, Apple pousse très fort. Et bon, voilà, on a... Pardon ? Vous êtes en B2B, c'est ça? On est en B2B, oui, pour l'instant. On peut faire les deux. On va commencer par B2B parce que c'est plus facile. Et on va attaquer le B2C plus tard. Vous la trouverez chez Carrefour un jour. C'est le plan. Vous dites que cette solution, j'adhère, que ça fera disparaître le phishing. Dans les faits, c'est pas vrai. Les escrocs s'adaptent. Et déjà aujourd'hui, sur des gens qui ont ce genre de solution, en fait, ils manipulent. Ils vont juste augmenter leur niveau en social engineering pour pousser la personne elle-même à faire les opérations. En fait, c'est presque comme eux, ils ne vous touchent à rien, ils vont juste vous faire faire ce qu'il faut. On rentre dans la psychologie après, c'est la technique. Il faut que la clé soit enregistrée. Non, mais dans un premier temps, vous avez raison. Mais qu'est-ce que le but du hacker? Marc, viens parler ici parce que sinon les autres n'entendent pas la réponse. Vous avez tout à fait raison, les hackers vous font faire des choses. La beauté d'utiliser un objet comme celui-là, c'est que l'objet, lui, ne va pas faire ce que veut l'utilisateur si le site en face n'a pas montré patte blanche, je simplifie. Donc le hacker, même quand il ne vous a pas pris votre password, effectivement, il vous dit psychologiquement qu'il faut que vous alliez sur ce site. Mais il faut que ça soit un site compromis. Il faut que ça soit un site qui ait l'air du site véritable, mais qui, si ce n'est pas un site compromis, si c'est sur le bon site, le hacker, il peut juste voir une copie d'écran, mais il ne peut rien faire. L'objectif du hacker, c'est de vous emmener sur un site qui a l'air, qui a la couleur de vos sites, qui a l'odeur du site, mais qui n'est pas le site, qui va permettre, lui, soit de faire du phishing temps réel, c'est-à-dire en temps réel, il va copier vos informations et les mettre sur le bon site sur lequel il veut aller pour récupérer de l'argent ou des choses là. Ça, c'est le phishing temps réel maintenant. Mais la carte, elle n'acceptera pas de dévoiler le secret. Vous, en fait, le doigt permet de débloquer un secret, mais le secret, la décision qui est en face, c'est pas la personne humaine qui est faillible. Nous sommes tous faillibles, puisqu'en fait, avec des caractères cyrilliques, le U cyrillique a la même... Visuellement, vous voyez que c'est un U, mais c'est pas un U. Ce qui permet d'avoir une URL qui n'est pas la même, avoir un DNS qui n'est pas la même, qui est le DNS du hacker. Non, mais c'est les nouvelles attaques, c'est ça. Oui, mais... Ouais. Mais en fait, vous avez raison. Psychologiquement, on va faire tout, mais à la fin, c'est pas l'humain qui lâche, qui vérifie les données sensibles de la personne en face. C'est un processus dans la carte, dans un silicium sécurisé utilisé par les militaires. Mais vous avez raison, ça va très loin. Ok, on peut en discuter, mais... Donc,
Mais passez sur notre stand, vous verrez le démo, hein, on est au stand 69. Comme elle est multi-app, on peut y installer d'autres choses. Par exemple, des authentifications de signatures d'email. Parce que quelquefois, on reçoit des emails, enfin, c'est la fraude au président par email, et vous n'êtes pas sûr que c'est bien la personne qui est censée vous l'envoyer qui l'a envoyé. Ça peut être très bien déguisé. Hein. Bon, bien sûr, des fois, ça se voit du premier coup d'œil, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être très très bien déguisées. Les histoires de coups de téléphone aussi, hein, avec l'IA. Ou même des vidéocalls peuvent être piratées. Donc le fait d'authentifier vraiment la personne par quelque chose qui ne va pas passer par le média par lequel on essaye de vous hacker est important. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer. Oui. Bonjour. Vous pouvez rappeler un peu les chiffres utilisés par cette technologie? C'est quelque chose qui va... Je répète, 1 milliard d'utilisateurs de passkey actuellement et 16 milliards de passkey enregistrés actuellement, enfin fin décembre 2024. Il y a un milliard les passkey peuvent être sur différents, peuvent être et la facilité, la première chose, Marc, viens parler devant le micro, tout le monde profite de la réponse. La première chose, vous voulez supprimer les passwords, la facilité, les gens cherchent que la facilité. Dans ce cas-là, vous laissez les passkeys sur votre ordinateur. L'étape suivante, vous les mettez sur votre mobile. Et l'étape ultime, c'est aujourd'hui, on a plusieurs concurrents, hein, pas les seuls, c'est de les mettre dans un device sécurisé qui lui-même, après, communique. Mais il y a aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs déjà qui ont en moyenne 16 passwords passkey. Oui. Est-ce que vous utilisez un système style préoccupé Viens répondre ici. Marc. Oui. On va le faire. C'est pas le... Attends. Oui. Tu vas là-bas, tu répètes la question et tu donnes la réponse. Tout le monde en profite. Oui, la technique du phishing temps réel, Réponse. vous avez raison. Question, quelle est la question? La question est, est-ce que un secret qui est utilisé à un moment donné, qui est valable de 30 secondes, par exemple, comme les 6 chiffres, quelquefois vous avez 2 facteurs, vous tapez 6 chiffres, ça c'est très vulnérable dans le phishing temps réel, puisque ces 6 chiffres sont valables 30 secondes. Aujourd'hui, le phishing temps réel, si vous êtes compromis, le hacker va prendre ces 6 chiffres et les mettre au bon endroit, et c'est terminé. Passkey, Google, Microsoft, Apple ont défini un standard qui ne dépend pas du temps. Donc il y a une diversification des clés privées, etc. Mais ça ne dépend pas du temps. Donc c'est phishing temps réel impossible avec Passkey. En résumé. Merci, n'hésitez pas à passer au stand 69. Oui. Bon, j'essaierai de mettre la présentation sur Internet.